Je vais aujourd'hui parler d'un sujet qui euh, intéresse beaucoup les administrations publiques au Maroc, qui est celui des décisions publiques face à la complexité. Et je me pose une question qui est la suivante. Quelle rationalité euh, pour l'évaluation, pour l'évaluation des décisions publiques? Alors, je pars, il faut dire que ce que je vais retracer, c'est une évolution conceptuelle de la décision publique. Par la suite, je vais arriver à des modèles qui essayent de faire face à la complexité, de faire face à la complexité, qui ont été testés, que j'ai testés sur certaines situations ou dans des situations de décision publique au Maroc, dans différents domaines. Mais je ne vais pas présenter de résultats de ces situations, mais comme je l'ai dit, c'est l'évolution du concept de décision publique. Puis, comment on est arrivé à une modélisation qui remplacerait la décision ou le paradigme classique de la décision. Je pars d'un constat simple mais problématique. C'est que l'action publique évolue aujourd'hui dans un environnement transformé, alors que son évaluation repose sur des règles conçues pour un monde supposé stable et lisible. Alors, et ce décalage mérite d'être interrogé. Il faut dire que l'évaluation des décisions publiques remonte au XIXe siècle, avec l'article fondateur d'un ingénieur des ponts et chaussées français qui a écrit en 1844 un article intitulé de l'utilité ou de la mesure de l'utilité des travaux publics. Et cet article a jeté les bases de ce que l'on appelle en France le calcul économique, développé par des auteurs tels que Jacques Le Sourne, Pierre Massé, Marcel Boiteux, Émile Quinet. Et en même temps, il s'est développé dans le monde anglo-saxon à travers ce que l'on appelle l'économie du bien-être, dû à des auteurs comme Pigot, Caldor, X, dans le mode opérationnel est ce que l'on appelle l'analyse coût-avantage ou en anglais de cost-benefit analysis, propagé par les organismes internationaux grâce à des auteurs comme Littell and Mirrlees euh, et proposé aux pays en voie de développement. Et c'est avec ces méthodes qu'aujourd'hui on évalue les projets de développement, par exemple au Maroc. C'est avec l'analyse coût-avantage proposée par les organismes internationaux, notamment la Banque mondiale, mais également l'OCDE, l'ONUDI, etc. Alors, ce modèle part du principe que la décision est calculable. C'est un problème d'optimisation. C'est juste un problème d'optimisation. Euh, Ce modèle, il faut dire que, par exemple, dans les années 40, entre les années 40 et la fin des années 50, a été étendu au risque et à l'incertitude. Au risque par le biais de deux auteurs que sont von Neumann Morgenstein, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont proposé, notamment la théorie de l'utilité espérée, et il restait le problème d'intégrer l'incertitude grâce à des probabilités. Euh, dans les années 50, notamment en 1954, un auteur qui s'appelle Savage euh, a introduit un concept que l'on appelle les probabilités subjectives, c'est-à-dire que même l'incertitude a été intégrée par le biais de calcul de probabilité. Mais le paradigme est resté le même. Un paradigme qui repose sur calculer, comparer des actions et optimiser. Et c'est ça qui m'a posé problème, c'est parce que lors de l'évaluation de plusieurs
projet public, je me suis aperçu qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des éléments qu'on n'intègre pas dans le calcul, tout simplement parce qu'on ne sait pas les intégrer ou parce qu'ils ne sont pas calculables. Et pour répondre à cette question, c'est-à-dire est-ce que la rationalité de l'évaluation peut-elle rester une optimisation, je vais structurer cette conférence, cette intervention en 3 temps. D'abord, on va regarder les fondements du paradigme classique de la décision et comment ce paradigme a évolué dans le temps. On va regarder par la suite sa remise en cause, notamment avec les travaux de Herbert Simon, qui a fondé ce que l'on appelle les sciences de la décision, mais également grâce à d'autres auteurs tels que Edgar Morin, Lucien Sfez, Milsberg, Jean-Louis Lemoine. Et par la suite, je vais arriver aux recompositions contemporaines, c'est-à-dire à de nouvelles méthodes capables d'intégrer la complexité ou du moins faire face à la complexité. Alors, le modèle classique de la décision publique repose sur une hypothèse centrale. La décision peut être formulée comme un problème d'optimisation. Dans sa forme la plus simple, ce modèle s'inscrit dans un univers certain. Donc, on suppose que le décideur dispose de toute l'information sur les alternatives possibles et l'information sur les conséquences de ces alternatives, et peut comparer de façon complète, de façon totale, entre les différentes alternatives grâce à un critère unique. C'est ce qu'on appelle une fonction d'objectif. Cette fonction d'objectif peut être une fonction de valeur ou une fonction d'utilité. Et donc, dans ce cadre, la décision est un calcul ou le résultat d'un calcul. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, ce modèle va s'étendre sans se transformer en profondeur. Alors, une première extension intervient dans l'introduction du risque. Frank Knight, en 1921, a distingué entre les situations risquées et les situations incertaines. Les situations risquées sont des situations auxquelles on peut donner des probabilités de réalisation au scénario du futur. C'est-à-dire qu'on peut trouver des probabilités objectives au scénario du futur. Alors que l'incertitude, pour Frank Knight, correspond à des situations où on n'a pas assez d'informations pour probabiliser les scénarios du futur. Donc, avec von Neumann et Morgenstern, la décision consiste à maximiser une espérance d'utilité, parce que, justement, on peut probabiliser les scénarios du futur et donc construire pour chaque alternative une espérance de l'utilité de cette alternative. Et quelle est la meilleure action? La meilleure action sera celle qui maximise l'utilité espérée. Je prends un exemple. Un projet de barrage, par exemple. Dans un projet de barrage, la décision intègre des probabilités de pluviométrie, des scénarios de production d'électricité et des risques associés. Le modèle est enrichi, mais il reste le même. Toujours, on optimise une fonction objective. Alors, une deuxième extension concerne l'incertitude. Dans les situations d'incertitude au sens de Knight, comme je l'ai dit, les probabilités ne sont pas objectivement connues. Et donc, on va introduire Savage, en 1954, a introduit un nouveau concept qui est celui des probabilités subjectives fondées sur l'information disponible aux décideurs et sur ses croyances, sur ses convictions. Ainsi, même l'incertitude, comme je l'ai dit, est réintégrée dans le calcul, et on le voit bien aujourd'hui, par exemple dans les politiques climatiques, où des scénarios incertains sont traduits en hypothèses probabilisées.
Et c'est ainsi qu'un anthropologue français décédé qui s'appelait Lucien Sphèse a introduit quelque chose pour retracer cette évolution du paradigme classique de la décision. C'est qu'il nous a dit, Lucien Sphèse, que le modèle économique, la décision en économie, ou la décision au sens économique du terme, est passée d'un décideur homo economicus, c'est-à-dire un décideur qui agit dans un environnement supposé stable, à un homo probabilis, c'est-à-dire à un décideur qui sait calculer des probabilités objectives, à un décideur homo incertus, c'est-à-dire un décideur qui calcule des probabilités subjectives. Derrière cette conception, il y a une rationalité. C'est que le décideur est rationnel fortement, dispose d'une rationalité parfaite. Alors cette rationalité est définie de différentes façons par certains auteurs. J'en ai choisi 4. Max Weber, pour qui cette rationalité est une rationalité instrumentale, c'est-à-dire qui consiste à sélectionner les moyens les plus efficaces pour atteindre un objectif donné. Elle est désignée par Bertrand Meunier comme une rationalité désignatrice, c'est-à-dire qui met l'accent sur la cohérence du modèle et sa capacité à ordonner des choix. Elle est définie par Simon comme une rationalité substantive, c'est-à-dire qui évalue la décision à partir de son adéquation aux objectifs. Enfin, Sen l'a définie comme conséquentialiste, c'est-à-dire où il faut juger les décisions à partir de leurs effets et de leurs conséquences. Alors, toutes ces rationalités, c'est-à-dire c'est des termes différents, mais qui renvoient à une rationalité unifiée, à une rationalité forte, à une rationalité parfaite. Et qui suppose, comme je l'ai dit, que la décision est calculable, et c'est précisément ce point qui a été critiqué par Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 1978. Alors, Simon part d'une observation empirique. Il ne part pas d'une construction de la décision de façon théorique. Il a évalué des décisions qui se prennent dans les administrations publiques aux États-Unis. Et ce qu'il met en évidence est fondamental. Il existe un écart profond entre le modèle de la rationalité parfaite et les décisions telles qu'elles se prennent dans la réalité. Et à partir de cette observation, Simon met en évidence 2 types de problèmes. Les problèmes structurés, ce qu'il appelle les problèmes structurés, ce sont des problèmes clairs, répétitifs, formalisables. Ils peuvent être traités par des règles stables ou par des procédures relativement programmables. De l'autre côté, les problèmes non structurés, ce sont des situations ambiguës, évolutives, incertaines. Et dans ce cas, ni les objectifs, ni les moyens, ni même parfois le problème lui-même ne sont complètement définis. C'est le cas, par exemple, d'une réforme éducative, d'une crise sanitaire ou d'une politique climatique. Et c'est précisément dans ces situations que le modèle classique montre ses limites. Car les décideurs ne disposent pas d'une information complète, de capacité de calcul, ni de préférences stables. Et c'est ce que Simon appelle la rationalité limitée. Alors, la rationalité n'est plus parfaite chez Simon. Elle est bornée par les connaissances disponibles, par les capacités cognitives, par le temps et par les contraintes organisationnelles. Dans ces conditions, les acteurs ne recherchent pas la solution optimale. Ils recherchent une solution simplement satisfaisante. C'est ce que Simon appelle le satisficing. Alors, autrement dit, la décision ne relève plus d'une logique d'optimisation, mais d'une logique
d'adaptation. Cette rupture conduit Simon à déplacer profondément la manière de penser la décision. La décision n'est pas ou n'est plus un résultat. Elle devient un processus. Un processus fait, selon le modèle que l'on appelle aujourd'hui canonique de Simon, de 3 phases, que sont l'intelligence, la conception et le choix ou la sélection. Alors, donc, dans la phase d'intelligence, il ne s'agit pas seulement de recueillir de l'information, il s'agit surtout d'identifier où se trouve réellement le problème. Et Jean-Louis Lemoine dit qu'un problème de décision naît de l'écart qui existe entre un réel perçu et un réel voulu. Et ensuite vient la phase de modélisation ou de conception où l'on choisit, où l'on identifie un certain nombre d'alternatives. Puis la phase de sélection où l'on choisit une ou plusieurs alternatives. Mais ce processus, il n'est pas linéaire, il est itératif, c'est-à-dire qu'il permet des rétroactions, qu'il permet des retours en arrière. C'est-à-dire, de façon claire, si vous voulez, ce modèle, toutes les phases du modèle restent ouvertes. Et à chaque fois qu'il y a une information, on peut alimenter l'une de ces 3 phases. Ensuite, ce processus a la caractéristique d'être un processus cognitif, c'est-à-dire qu'il met en évidence toutes les connaissances du décideur, tout ce qu'il sait. Ses connaissances aussi bien pratiques que ses connaissances théoriques, et il est social ou organisationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne, qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui prend la décision, il n'y a pas un décideur identifié, mais il y a plusieurs personnes qui participent au processus de décision. Et c'est précisément, c'est-à-dire ce travail pionnier de Herbert Simon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fondateur de ce que l'on appelle les sciences de la décision, qui va permettre d'élargir encore l'analyse. Par exemple, Jean-Louis Lemoine prolonge les travaux de Simon en montrant que les problèmes ne sont pas simplement donnés, ils sont construits par le décideur. Même le problème peut être construit par le décideur. Mintzberg observe que les organisations réelles, en observant les organisations réelles, montrent que les décisions suivent rarement une séquence ordonnée. Elles avancent par ajustements successifs. Crozier, sociologue français, mais qui a passé une bonne partie de sa vie aux États-Unis, met en évidence que la décision est traversée par des jeux d'acteurs et de pouvoir. Edgar Morin introduit la pensée de la complexité en soulignant les interactions multiples, les effets non linéaires et les phénomènes émergents. Et Lucien Sphèse, sur lequel j'insiste beaucoup, et qui est très peu connu dans le domaine de la décision, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un et représente toute sa pensée, qui s'appelle tout simplement La décision, dans la collection Que sais-je. Et pour lui, la décision publique ne relève plus d'une rationalité unique, mais d'une multirationalité. À partir de là, la décision publique apparaît autrement, elle devient non linéaire, interactive, incertaine, et surtout, les problèmes ne sont plus simplement traités, ils sont construits. Dès lors, la question n'est plus seulement comment choisir, mais plus profondément, comment penser la rationalité dans un monde complexe.
Alors, et c'est précisément ce que ouvre la voie à d'autres rationalités de l'action publique. La remise en cause du paradigme classique ne conduit pas à abandonner le calcul. Le but n'est pas d'abandonner le calcul. Le but est de reconfigurer ce calcul. Dans le prolongement de Simon et de la pensée complexe de Morin, certaines conceptions de la décision semblent chercher à rendre compte de cette réalité. Ils ne forment plus ils ne forment pas un paradigme unifié, mais ils convergent autour de trois déplacements majeurs. Du résultat vers le processus. Il faut insister beaucoup plus sur le processus que sur le résultat. Comme le dit Edgar Morin, reprenant un autre auteur, le chemin se construit en marchant. De l'optimisation vers l'adaptation et de l'unicité du critère vers la pluralité des rationalités. Alors la première de ces conceptions est celle de l'aide multicritère à la décision développée par Bernard Roy, 1983-1994. Ici, les décisions publiques ne peuvent plus être réduites à un critère unique. On sort ici explicitement de la logique de la fonction de l'utilité agrégée ou de la fonction objectif de façon générale. On entre dans un univers où coexistent plusieurs dimensions potentiellement hétérogènes, économiques, sociales, environnementales. Ce déplacement est majeur car il traduit sur le plan méthodologique ce que Simon avait introduit sur le plan théorique. La décision comme construction et non pas comme solution d'un problème mathématique, mais comme construction d'une réalité organisationnelle. Concrètement, ces approches reposent sur des matrices de performance, des méthodes de surclassement comme Electre, des fonctions de valeur multi-attributs comme celles développées par Kinney et Dreyfus. Mais au-delà des outils, c'est la nature même de la décision qui change. Il ne s'agit plus de maximiser une grandeur économique unique, il s'agit de construire une recommandation. Et pour les chercheurs, c'est très intéressant parce que ça s'assimile à ce que l'on appelle la recherche-intervention. Et la décision devient donc un processus d'organisation du jugement. On retrouve ici très directement la rationalité procédurale de Simon. Et on retrouve également l'intuition de Sfez relative à ce que l'on appelle la multirationalité. La décision publique est traversée par une pluralité de rationalités. Mais ces approches portent une tension intense forte et il faut les utiliser avec beaucoup de précaution. Pourquoi ? Car la formalisation à travers les pondérations, les agrégations, les scores peut réintroduire une logique d'optimisation implicite. Et c'est la raison pour laquelle il faut les utiliser avec précaution. Autrement dit, on reconnaît la pluralité, mais on tend encore à la réduire. Et ça, c'est un danger potentiel. Autour du noyau central, d'autres approches existent, mais restent complémentaires. Par exemple, les modèles à contrainte rappellent que la décision est limitée par l'information, les capacités et les coûts cognitifs. Elle devient alors une simplification rapide des choix. Leur limite est de négliger les institutions et les rapports de pouvoir. Et il y a d'autres modèles, par exemple les modèles procéduraux, qui mettent l'accent sur la dynamique, recherche progressive, ajustement et interaction. Et la rationalité ici porte sur les règles et les méthodes de décision. Enfin, l'économie comportementale, qui souligne les biais cognitifs et rapproche les modèles du réel. Mais en fragmentant la rationalité, elle complique la construction d'un cadre cohérent pour la décision collective, notamment sur les arbitrages entre valeurs. Au total, ces approches ne convergent pas vers un nouveau paradigme dominant, mais elles dessinent une transformation profonde, comme l'avait anticipé Lucien Sfez. La décision publique n'est plus réductible à une rationalité unique,
elle devient un espace de croisement, rationalité économique, cognitive, sociale et politique, inscrite dans des processus dynamiques, interactifs et incertains. Dès lors, la question n'est plus comment optimiser, mais comment articuler des rationalités multiples dans un monde que le calcul ne suffit plus à réduire. Et merci.